Salut tout le monde, je suis Loubna Romari, chargée de TD de la matière Histoire de la pensée économique avec professeur Zouak Rachid et Biliago Yassine sous la direction de monsieur Bilhaj. Maintenant, on va présenter la pensée économique classique et on va commencer par Adam Smith, qui est le père fondateur de l'économie politique moderne. Il a publié son œuvre majeure La richesse des nations, que l'on considère comme le texte inaugural de l'économie politique et le point de départ de l'école classique. Dans cette école, on trouve d'autres auteurs à savoir David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Jean-Baptiste Say, qu'on aura l'occasion de voir en détail dans le cadre de cette matière et analyser leur pensée économique. Maintenant, il est temps de savoir quelle est la source de richesse selon Adam Smith. Alors, si pour les mercantilistes, la source de richesse est l'accumulation des métaux précieux, c'est-à-dire la richesse de l'État, réside dans l'importance de son stock des métaux précieux. On dit qu'un pays est riche s'il dispose d'un large stock des métaux précieux. Puis après, pour les physiocrates maintenant, la source de richesse provient de l'agriculture. Maintenant, pour Adam Smith, l'origine de la richesse provient de la production matérielle, c'est-à-dire les biens utiles et agréables produits annuellement qui peuvent être consommés par les habitants et qui assurent la vie du peuple. Donc la production est elle-même issue du travail. Donc on peut dire que la source de richesse selon Adam Smith est le travail, mais pas n'importe quel travail, mais le travail productif. On aura l'occasion de voir la signification du travail productif et la différence entre travail productif et travail improductif selon Adam Smith. Le premier thème développé par Adam Smith est la division du travail. Pour augmenter la production afin d'enrichir la nation, il faut accroître les quantités de travail mises en œuvre, c'est-à-dire il faut travailler plus et améliorer la puissance productive du travail, c'est-à-dire la productivité. Et pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire augmenter la production afin d'enrichir la nation, cela suppose l'extension de la division du travail et la spécialisation des individus dans les tâches qu'ils exécutent. Et quand on parle de la division de travail selon Adam Smith, cela consiste en répartition toujours plus spécialisée du processus de production, de sorte que chaque travailleur peut devenir spécialiste de l'étape de la production à laquelle il se dédie. Et bien sûr, cela permet selon Adam Smith une amélioration de l'efficacité du travail et la productivité, chose qui va nous montrer dans l'exemple de la manufacture d'épingles. Alors, pour montrer que la division de travail est un moyen essentiel pour accroître la productivité du travail, Smith reprend l'exemple célèbre de la manufacture d'épingles. Dans cette manufacture, le processus de production d'épingles est divisé en 18 opérations, successives et distinctes. Chaque ouvrier est affecté à une opération ou à quelques-unes, c'est-à-dire là, on parle de la division de travail et de la spécialisation des individus dans les tâches qu'ils exécutent. Dans cette organisation où les ouvriers sont spécialisés selon les étapes de fabrication, Adam Smith nous a dit qu'on obtient une production beaucoup plus importante que si chacun effectue toutes les opérations. Et donc on peut dire que la division de travail conduit à une amélioration spectaculaire de la productivité du travail grâce à l'habilité accrue ou bien les compétences des travailleurs et à leur spécialisation dans une tâche donnée, grâce au gain de temps. Quand on est spécialisé, on est habitué donc à effectuer des tâches, on épargne le temps et grâce à l'amélioration des techniques et l'utilisation des machines. Maintenant, on passe à la division du travail et échange. Comme vous savez, l'homme ne peut pas vivre isolé. Il ne peut pas produire tout ce qui lui est nécessaire. Il a presque continuellement besoin de l'aide de ses semblables. Mais il ne peut obtenir ce dont il a besoin que contre ce qu'il produit et donne en échange, ce qui rend possible la division du travail.
Par exemple, moi je produis le bien X, mais je ne peux pas satisfaire tous mes besoins avec ce bien X. Donc j'ai besoin du bien Y et je ne peux obtenir le bien Y qu'en échange de mon bien X. C'est donc par l'échange que les hommes se fournissent ce qui leur est mutuellement nécessaire, et c'est aussi par l'échange que la grande partie de leurs besoins se trouve satisfaite. Dans cette perspective, la division du travail est conçue comme une conséquence de l'échange. Pour Adam Smith, la division du travail est limitée par l'étendue du marché, c'est-à-dire si le marché est étroit, la division du travail est limitée et la productivité du travail est faible. Par contre, si le marché est vaste, la division du travail est approfondie et la productivité du travail est plus importante. On passe maintenant à la théorie de la valeur. Avant de procéder à l'analyse de la valeur, Smith remarque tout d'abord que le mot valeur a deux significations différentes. La valeur d'usage qui est l'utilité de l'objet et la valeur d'échange qui est la capacité d'un bien à acquérir un autre bien ou tout simplement c'est le prix du bien. Alors ces deux valeurs peuvent s'opposer comme le montre le paradoxe de l'eau et du diamant. Il n'y a rien de plus utile que l'eau, mais sa valeur d'échange est extrêmement faible. C'est-à-dire l'eau, elle est très utile, on ne peut pas vivre sans eau, et pourtant sa valeur d'échange est extrêmement faible, puisqu'il ne peut presque rien acheter. Tandis que le diamant a une valeur d'usage très limitée, mais sa valeur d'échange, bien son prix, est très élevée. Et s'ensuit que l'utilité, donc la valeur d'usage, ne peut pas servir à fonder une théorie de la valeur d'échange, c'est-à-dire à expliquer les prix des marchandises. Dans ses analyses relatives à la valeur, Smith dresse un programme en 3 étapes. D'abord, identifier la mesure réelle de la valeur, ensuite, isoler ses parties constituantes, et enfin, distinguer entre prix naturel et prix de marché, et analyser les facteurs qui peuvent expliquer leur écart. On commence par la mesure de la valeur. Dans la pratique des échanges, on échange la marchandise en contrepartie de la monnaie. Smith rejette cette mesure, la monnaie. Selon lui, la monnaie or et argent est une marchandise comme toute autre marchandise. Sa valeur change. Elle est tantôt chère, tantôt meilleur marché. Donc c'est une mesure variable qui ne sert pas d'étalon aux autres marchandises. Il faut donc selon Smith une mesure invariable de la valeur, une unité de compte qui ne varie pas dans le temps. Donc pour Adam Smith, seul le travail remplit ce rôle. Donc la valeur d'une marchandise doit être mesurée par la quantité de travail qu'il commande ou achète. Donc on aura l'occasion, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le travail incorporé, qu'on aura l'occasion de voir dans les diapositives suivantes. Pour expliquer comment se détermine la valeur d'échange d'une marchandise, Smith raisonne d'abord dans le cadre d'une société primitive et ensuite dans celui d'une société évoluée. Pour expliquer comment se détermine la valeur d'échange d'une marchandise, Smith raisonne d'abord dans le cadre d'une société primitive et ensuite dans celui d'une société évoluée. On commence par la société primitive. Dans cette société, c'est la quantité de travail nécessaire dans la production d'une marchandise qui détermine la valeur d'échange de celle-ci. C'est ce qu'on appelle le travail incorporé dans la marchandise considérée. Si la production d'une tonne de blé nécessite 2 jours de travail par exemple, on dira que ces 2 jours de travail représentent le travail incorporé dans le blé, c'est-à-dire c'est la quantité totale de travail dépensée pour produire 2 tonnes de blé. Et c'est cette quantité de travail nécessaire pour produire les 2 tonnes de blé qui détermine la valeur d'échange de ces 2 tonnes de blé ou bien de cette marchandise dans le cadre d'une société primitive.
Après, l'échange dans le cadre d'une société primitive ou bien ne peut pas être fondé que sur la quantité de travail incorporé dans les biens. Ce qui revient à dire que si deux biens A et B ont la même valeur et peuvent s'échanger, c'est parce que leur production nécessite la même quantité de travail. C'est-à-dire, on ne peut pas échanger de biens que si leur quantité de travail nécessaire pour le produire est la même. Maintenant, dans le cadre d'une société évoluée, 3 facteurs de production concourent à la production. Le travail, le capital et la terre. Chacun de ces 3 facteurs perçoit une rémunération. Quand on travaille, on perçoit un salaire. Au capital, un profit et à la terre, une rente. La somme de ces 3 facteurs constitue la valeur d'échange d'une marchandise, donc le prix réel ou bien la valeur d'échange d'une marchandise. Dans le cadre d'une société évoluée égale le salaire plus profit plus rente. Donc, ce sont les 3 sources constituantes du prix des marchandises dans toute société civilisée. On peut dire donc que la théorie de la valeur de travail de Smith dans le cadre d'une société primitive, c'est-à-dire c'est le travail incorporé ou c'est la quantité de travail nécessaire pour produire un bien qui détermine sa valeur d'échange, s'est transformée dans le cadre d'une société évoluée en théorie de coût de production, car le prix réel d'une marchandise ou la valeur d'échange d'une marchandise est expliqué par les revenus occasionnés par la production de celle-ci. Donc c'est la somme des salaires, profits et rentes qui détermine la valeur d'échange d'une marchandise dans le cadre d'une société évoluée. Smith distingue le prix naturel et le prix de marché. Concernant le prix naturel d'une marchandise, qui est égal à la somme de ce qu'il faut pour payer les salaires du travail, le fermage de la terre et les profits du capital utilisé. Donc le prix naturel est celui qui doit être payé pour que la marchandise soit produite. C'est ce qu'il est nécessaire de payer pour produire celle-ci à son taux naturel. Il est tel que le producteur puisse couvrir les frais normaux de sa production et renouveler son activité. Maintenant, pour le prix de marché au prix courant est le prix auquel une marchandise est effectivement vendue sur le marché. Il n'est pas forcément égal au prix naturel. Donc le prix du marché est déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande. Le prix de marché peut être au-dessus, au-dessous ou au niveau du prix naturel. Donc 3 situations peuvent être présentées. L'offre inférieure à la demande, donc la concurrence entre les acheteurs, établira le prix du marché au-dessus du prix naturel. L'offre supérieure à la demande, il existe un excédent, la concurrence entre les vendeurs fera tomber le prix du marché au-dessous du prix naturel. Et enfin, l'offre égale la demande. Lorsque l'offre disponible coïncide avec la demande effective, le prix de marché est égal au prix naturel. Cela signifie que la quantité mise sur le marché est juste suffisante à remplir la demande effective. Alors maintenant, le prix ou la valeur d'échange d'une marchandise, comme on a déjà vu, se décompose en salaire, profit et rente. Le salaire est la rémunération du travail, le profit rémunère le capital avancé dans la production et la rente quant à elle est le loyer payé par le fermier au propriétaire foncier pour exploiter la terre. Pour chacune de ces catégories de revenus, Smith va s'employer à déterminer le taux naturel et le taux courant, ou bien le prix naturel et le prix de marché. On commence par le salaire. Donc, le salaire est la contrepartie d'un travail effectué. Comme toute autre marchandise, le travail a un taux naturel et un taux courant. Alors, le taux naturel, le prix naturel du travail est le salaire de subsistance. C'est le salaire qui permet à un ouvrier non seulement de survivre, mais aussi d'élever une famille.
on peut mesurer le salaire de subsistance par la valeur des subsistances nécessaires à l'entretien des travailleurs et de leur famille. Alors le salaire de subsistance suffit donc qu'il permette l'accès à un toit et un minimum de nourriture. Et il exclut toute satisfaction d'autres besoins tels que l'accès à la culture, à l'épargne ou à toute forme de luxe. Le prix du marché du travail maintenant est celui qui perçoit effectivement un ouvrier. C'est ce qu'il est convenu d'appeler salaire réel au pouvoir d'achat. Donc sa détermination peut être présentée en distinguant le court terme et le long terme. Dans le court terme, le taux courant est déterminé sur le marché, ou bien le prix du marché du salaire est déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande de travail. Le travail sera cher quand les bras ou bien la main-d'œuvre est rare et à bon marché lorsqu'il est abondante. Donc, deux situations peuvent se présenter. L'offre du travail supérieure à la demande de travail, le salaire baisse. L'offre du travail est inférieure à la demande de travail, le salaire augmente. Dans le long terme, deux raisons expliquent la détermination du taux courant au salaire réel. D'abord, la nature du marché de travail et ensuite les mécanismes démographiques. Alors, on commence par la nature du marché du travail. Elle est d'abord peu concurrentielle. Il se caractérise par des intérêts antagonistes des ouvriers et des employeurs, c'est-à-dire les ouvriers désirent gagner autant que possible et les employeurs cherchent à payer le moins possible. Mais sur le marché, les ouvriers sont en position de faiblesse, donc ils ne peuvent pas imposer des salaires élevés, ce qui entraîne une tendance à la baisse des salaires. Maintenant, pour la deuxième raison qui explique la détermination du prix de marché du salaire et les mécanismes démographiques, ou plus précisément la fécondité des ouvriers. Alors Adam Smith part ici de l'idée selon laquelle l'accroissement du salaire se traduit automatiquement par un accroissement du nombre d'ouvriers. Donc quand le salaire ou bien les ouvriers touchent des salaires très importants, ça va les encourager à fonder des familles, à avoir beaucoup plus d'enfants et donc augmentation de la population. Pour la rente, c'est le prix payé pour l'usage de la terre par le fermier. Elle représente ce qu'il faut payer au propriétaire de la terre pour avoir le droit d'exploiter et recueillir les fruits de celle-ci. Quant à la détermination de la rente, Smith explique qu'elle est déterminée par les prix du produit agricole. Donc si les prix du produit agricole sont chers, le fermier doit payer une rente chère. Donc la rente est l'effet du prix. Sachez aussi que les prix des produits agricoles dépendent des niveaux des salaires et des profits. C'est-à-dire, quand les salaires sont chers, donc c'est une charge, les capitaux utilisés ou bien les profits sont élevés, le prix du produit agricole sera cher et la rente sera élevée. Maintenant, il est temps de développer le dernier thème présenté par Adam Smith qui est l'échange international. Smith réagit contre les idées des mercantilistes qui sont des protectionnistes et qui favorisent le monopole du commerce. Selon Smith, il se montre favorable à la liberté du commerce, la division de travail et la spécialisation. Et d'ailleurs, c'est le cas des autres auteurs classiques et les auteurs aussi néoclassiques plutôt. Donc Smith a essayé de montrer les bienfaits des importations, chose qui est interdite chez les mercantilistes. Il a déjà montré en donnant l'exemple de la manufacture d'épingles les bienfaits de la division de travail et la spécialisation, chose qui permet d'accroître la productivité globale. De même, le recours à l'échange international selon Adam Smith donc, va permettre de se fournir à des coûts moindres. Pourquoi? Parce que il y a de la concurrence et là où il y a la concurrence, il y a les bons prix.
Smith avance sa théorie des avantages absolus. Selon cette théorie, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production et l'exploitation des produits pour lesquels ses coûts de production sont inférieurs à ceux des pays concurrents et à acquérir à l'étranger les produits à un prix inférieur à leur fabrication dans le pays. Alors, vous pouvez voir le tableau. On a deux régions, l'Écosse et Bordelais, et on a les coûts en équivalent travail, et on a deux produits, le vin et le textile. Alors, on commence par la région bien l'Écosse, et d'ailleurs, pour la lecture du tableau, on le lit à la verticale. Donc, pour l'Écosse, s'il veut produire le vin, il lui faut 80. Bordelais, il lui faut seulement 60. Donc, pour l'Écosse, elle a intérêt à importer de l'extérieur, bien de Bordelais le vin, que de produire chez elle. Donc l'Écosse, il n'a pas un avantage absolu dans la production du vin. Prenons l'Écosse maintenant et le textile. Pour produire le textile, l'Écosse, elle a besoin de 90. Et Bordelais, elle a besoin de 100 pour produire le textile. Donc, l'Écosse, elle a intérêt à se spécialiser dans la production du textile dans sa région que de l'importer de Bordelais. Donc, l'Écosse, elle a un avantage absolu dans la production de textile. Bordelais maintenant, pour la production du vin, il lui faut seulement 60 pour le produire chez elle, que de l'importer de chez l'Écosse à 80. Et pour le textile, elle a besoin de 100 pour le produire chez elle, et elle a besoin seulement de 80 pour l'importer de l'Écosse. Donc, on peut conclure et dire, à travers cet exemple, on peut constater que l'Écosse possède un avantage absolu dans la production de textiles, car elle produit la même quantité que le Bordelais, mais en moins de temps. Le Bordelais, quant à lui, produit la même quantité de vin en moins de temps que l'Écosse. Par conséquent, chaque région doit se concentrer sur la production du produit qui lui coûte le moins cher et importer celui à l'étranger à moindre coût. Un pays importe un produit si la production de celui-ci est plus coûteuse que son importation. Merci.